Donc c'est toujours un plaisir de revenir sur le terrain du début, parce que peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas forcément. Mais en tout cas, j'ai commencé ma carrière de travailleur social, homme de Flandre, au Brimpin. Et donc je remercie Régis Tess de m'avoir permis de revenir, mais sous une autre casquette, ce qui est bien aussi d'ailleurs. Alors donc moi j'ai été contacté pour intervenir dans le domaine juridique sur cette question d'intimité. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est qu'on parle du droit à l'intimité, mais du point de vue juridique, on devait peut-être plutôt parler, pour être plus précis, du droit à l'intimité de la vie privée. Droit à l'intimité de la vie privée, tout simplement parce que cette notion d'intimité renvoie à celle de la vie privée. Hein, et c'est une notion qui est composante de la vie privée en soi. Alors, comme vous le savez, dans nos établissements, dans nos foyers, il y a souvent, en fait, comment dirais-je, il y a souvent conflit entre l'espace privé et l'espace public. Et à partir de ces conflits, on se pose souvent la question du problème de l'équilibre nécessaire entre le respect des droits de l'individu à se trouver protégé contre les intrusions de tiers, d'autres personnes donc, et la prise en compte de l'intérêt collectif des usagers qui sont accueillis dans l'établissement. Alors, juste pour une précision de terminologie, lorsque je parlerai de l'usager, il s'agit bien sûr de la personne accueillie. Bon, il est vrai que parfois, ces termes semblent ne pas appropriés pour une certaine catégorie de personnes, mais sachez que c'est un terme qui est utilisé par le droit. Hein. Donc, le terme usager en soi n'est pas péjoratif. C'est juste pour dire en fait, qu'il s'agit des personnes accueillies dans nos établissements. Et donc, j'emploierai peut-être plus souvent ces termes-là que les personnes accueillies, qui me semble un petit peu long. Donc, dans les internats, se crée parfois un partage quotidien des tâches qui favorise des relations familières. Hein. Or, la familiarité qui est vécue à l'intérieur de chaque cellule familiale constitue elle aussi parfois, comment dirais-je, confronte aussi l'usager ou chaque membre de la famille au respect de l'intimité de l'autre. C'est pour cela que d'ailleurs, enfin, ce n'est pas une généralité, mais vous le savez très bien, qu'une partie des personnes qu'on accueille sont dirigées vers nos établissements parce que justement, entre autres, la question de l'intimité s'est posée dans le milieu familial et que cette intimité n'était pas vraiment respectée. Et donc, le non-respect de l'intimité dans la cellule familiale peut être donc à l'origine d'une mesure de placement. Donc ça, vous le savez très très bien. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre au sérieux cette question de l'intimité dans nos établissements et en faire une question primordiale. Et d'ailleurs, l'homme de Flandre ne s'est pas trompé. C'est pour cela qu'on a organisé, que vous avez organisé une telle journée pour en débattre, vu l'importance de la question. Alors, le droit à l'intimité dans nos établissements prend une forme assez particulière et primordiale parce que de l'accueil de l'usager, l'intimité est amoindrie, limitée, du fait de la vie en collectivité. Étant donné qu'on vit en collectivité, parfois il est difficile de respecter scrupuleusement l'intimité de chacun. Toujours est-il que ces droits, donc le droit à l'intimité de la vie privée, est énoncé notamment par les codes civils, les codes napoléoniens, donc les bibles en fait, du droit civil, si vous voulez, en France. Donc à propos, c'est l'article 9, pour ceux qui sont intéressés, hein, qui veulent regarder un petit peu cet article, c'est l'article 9 du Code civil qui dispose clairement, en termes généraux, que chacun a droit au respect de la vie privée. Chacun a droit au respect de la vie privée. Une vie privée qui englobe aussi l'intimité. Chacun a droit au respect de la vie privée et les juges peuvent prescrire toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Vous voyez, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toute mesure qui peut empêcher ou cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Je vous ai cité in extenso l'article du Code civil. Donc, toute personne a droit au respect de cette vie privée, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions à venir ou présentes, sa nationalité, son sexe, sa religion, tout cela, bien entendu, est pris en compte par les droits. Donc, les législateurs, c'est-à-dire les personnes qui fabriquent les lois, hein, les sénateurs et les députés,
aurait pu, s'il avait souhaité, se contenter de rappeler en fait les droits à la vie privée, car le respect de cette intimité est une composante de ces droits. Mais en fait, ils ont jugé utile de souligner l'importance de ces droits, notamment de façon autonome. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du droit à l'intimité au lieu des droits à l'intimité, la vie privée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces droits à l'intimité a été aussi reconnu dans notre secteur pour ceux qui avaient encore des doutes sur l'application de l'article 9 du Code civil. Ces droits a été reconnu par la loi du 2 janvier 2002 qui inscrit les droits à la vie privée et à l'intimité comme un droit reconnu à toute personne accueillie ou prise en charge dans nos établissements. Ça veut dire en fait que dans le Code civil, on a mis une disposition concernant le respect de ces droits, mais en fait on s'est rendu compte que dans notre secteur, on s'est posé encore des questions. Et donc le législateur, dans la loi de 2002, a bien inscrit une fois pour toutes, et donc maintenant tout le monde est au courant, donc on ne peut plus dire depuis 2002 qu'on ne connaissait pas ces droits-là. Donc c'est bien inscrit dans la loi de 2002 qui concerne exclusivement notre secteur. Ces droits est également reconnu par une loi du 4 mars 2002. Bon, c'est une loi qui concerne les patients. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas un droit exclusif de notre secteur. Et c'est un droit qui est reconnu aussi par la Charte des droits et des libertés des personnes accueillies dans tout établissement public, privé, santé, social et médico-social. Alors finalement, c'est quoi les droits à l'intimité de la vie privée? Pour quels enjeux, finalement? Alors ces droits est défini notamment, parce qu'il n'y a pas de définition, je veux dire, uniforme, ces droits est défini notamment comme les droits de ne pas être troublé par autrui, ni chez soi, ni dans son quant à soi. Les droits de ne pas être troublé par autrui, ni chez soi, ni dans son quant à soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas être troublé par autrui, ça veut dire en fait qu'une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, que vous ne voulez pas voir, n'a pas les droits de venir vous troubler chez vous, chez soi donc, chez vous, dans votre domicile. Il n'a pas à venir s'il n'a pas été invité. Même pour la police n'a pas à rentrer chez vous s'il n'a pas une décision claire ou en tout cas une raison qui a été notamment décidée par le parquet par exemple. Donc on ne peut pas être troublé chez soi sans inviter la personne ou sans que cette personne vienne chez vous par des raisons juridiques. Ni dans son quant à soi. Ça veut dire en fait que chacun a ses secrets, chacun a son milieu, chacun a ses prérogatives personnelles et toute personne a le droit de partager ses secrets, de partager son intimité, de partager ses idées avec les personnes de son choix. Ça veut dire concrètement que personne ne peut être observé, épié, disséqué, déshabillé à son insu sans son consentement. C'est ce que ça veut dire. Donc le fait de s'immiscer de manière arbitraire, c'est-à-dire de manière non fondée, dans la vie d'autrui, c'est violer son intimité. C'est notamment le cas pour nous les travailleurs sociaux, lorsqu'on se livre, par exemple, à des investigations non respectueuses de la personne, et surtout qu'on partage dans des réunions diverses, réunions de synthèse, des informations qui ne seraient pas de prime abord nécessaires à l'action que vous mettez en place pour l'accompagnement de la personne concernée. C'est ça, par exemple. Alors, le respect de ces droits. Le respect de ces droits suppose en fait le respect de la liberté individuelle des personnes, en ayant constamment à l'esprit que les titulaires de ces droits, les droits à l'intimité, sont les personnes elles-mêmes. Respect de la liberté individuelle, ça veut dire, des exemples, la liberté d'aller et de venir, la liberté de penser, des religions, par exemple, notamment. C'est aussi le respect du droit à la différence, c'est-à-dire non pas de laisser l'usager caché, c'est-à-dire on le cache dans un coin, mais de le laisser vivre différemment. Laisser, par exemple, un jeune déranger sa chambre différemment de son voisin. Est-ce que d'ailleurs ce jeune doit-il nécessairement ranger sa chambre? Première question, bonne question aussi. Respecter ces droits, c'est aussi reconnaître aux personnes concernées les droits à la sérénité de vie. Les droits à la sérénité de vie. Est-ce que doit-on obliger un enfant à participer à une soirée organisée par l'établissement
au nom de la socialisation? On entend souvent. Ce sont des questions qu'on se pose, que je me pose. C'est aussi respecter son espace privatif. Espace privatif qui est défini comme étant l'espace que l'établissement, que les foyers accordent aux jeunes en guise d'un endroit, comment dirais-je, de son domicile ou de l'endroit où il peut dormir. Alors ça peut être une chambre, ça peut être les coins d'une chambre, lorsque dans cette chambre il y a plusieurs jeunes. Ça peut être aussi un logement à l'extérieur. C'est ça l'espace privatif du jeune. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas un scoop, c'est que la plupart des personnes qu'on accueille dans nos établissements, le seul domicile qu'ils aient, c'est l'espace qu'on leur accorde. Bien sûr, d'après les droits, pour les enfants, pour les mineurs, les domiciles, leur domicile, c'est le domicile des parents. Mais il s'avère parfois que les parents, eux-mêmes, ils ont des difficultés à se loger et que parfois même, les enfants sont accueillis dans nos établissements parce que les parents n'avaient pas de logement, dit la loi, décent, pouvant accueillir ces enfants. Et donc, du coup, les logements de ces enfants, les domiciles, c'est leur espace privatif. Respecter ces droits-là à l'intimité, c'est aussi respecter les droits au secret et à la confidentialité des informations qu'ils acceptent de partager. Bon, cela renvoie bien sûr au rôle et à la place du professionnel en matière de secret professionnel. Que peut faire et que peut dire un professionnel face aux informations qu'il a recueillies, entendues ou devinées lors de l'exercice de ses fonctions sans violer l'intimité de la personne accueillie? C'est ça la question. Il ne faut pas oublier que seule la personne concernée, ou les juges bien sûr, peut repousser les limites de sa vie privée et décider si l'information qu'il vous a délivrée peut être donnée ou non à un tiers, à une personne autre que les personnes à qui l'information est en principe destinée. Respecter ces droits-là, les droits à l'intimité, c'est aussi respecter les besoins et les souhaits des personnes accueillies, bien sûr dans la mesure du possible. Ne nous donnons pas non plus des obligations qu'on ne peut pas assurer, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, en matière de toilettes, de soins, de sexualité, de prise en charge de la douleur, voire de l'accompagnement à la fin de vie. On n'est pas peut-être concerné, mais bon, ce sont des choses qui doivent être prises en compte. C'est aussi respecter, par exemple, l'image de l'usager. Il est vrai qu'on a parfois tendance, je l'ai vu tout à l'heure, à prendre des photos des usagers lors des manifestations du genre kermesse. Quand je dis on, les éducateurs, l'équipe éducative, et à les mettre sur le site internet de Hommes de Flandre. C'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est le cas. Sans au préalable, bien entendu, demander l'autorisation ou du moins le consentement de la personne. Enfin, de la personne qui détient l'autorité parentale de l'enfant. Eh bien, cela consiste aussi, il s'agit aussi d'une violation, si vous voulez bien, de l'intimité de la personne à partir du moment où on n'a pas demandé son consentement sur la publication et la prise de son image. Respecter ces droits, c'est aussi respecter les droits au secret des correspondances, qui ne peut être valablement limité du seul fait de la capacité de la personne. Ça veut dire en fait qu'un enfant qui sait lire peut, juridiquement, recevoir son courrier et le lire tout seul, sans qu'on soit derrière lui, qu'on essaye de lire à sa place. Et sa minorité n'est pas une excuse pour lire les courriers qu'il a reçus de son ami, de ses parents à sa place. Bien entendu, seuls les magistrats, j'ai bien dit seuls les magistrats, peuvent en limiter l'exercice, notamment pour des raisons de protection de l'intéressé. Mais c'est le juge qui le dit. Et pourquoi? Alors, une fois que j'ai dit tout cela, on a l'impression que finalement, les travailleurs sociaux doivent appliquer à la lettre le respect de l'intimité de la personne et qui n'ont pratiquement pas de marge de manœuvre. Eh bien, le respect de l'intimité, des droits, de l'intimité de la vie privée, oui, mais ce respect, bien entendu, comporte des limites, comme en droit. Il y a toujours des principes et des exceptions. Eh bien, on va rentrer dans des exceptions maintenant. En matière de liberté individuelle, par exemple, la protection de la personne peut justifier à ce que les éducateurs puissent éventuellement
y porter des atteintes. Hein. Exemple, vous accompagnez un enfant qui a des fréquentations assez douteuses, du genre qui fréquente des jeunes qui vendent de la drogue ou qui fréquente des personnes qui sont dans la prostitution. Bien entendu, il va de soi que vous allez limiter. Vous allez limiter la liberté individuelle de cet enfant. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous pouvez être accusé de la non-assistance à personne en péril, hein, par les juges, enfin, par le code pénal en tout cas. Donc, il va de soi que là, vous allez jouer votre rôle d'éducateur et le bon sens voudra que vous soyez amené à protéger cet enfant. La même chose, le respect de l'espace privatif. Bien sûr, chacun a droit au respect de son espace privatif, mais il arrive que parfois, on doit mettre des freins au respect de cet espace. Un exemple, il y a une circulaire qui permet, par exemple, aux jeunes de 16 ans révolus de pouvoir fumer dans leur espace privatif, dans leur chambre en fait. Voilà. Mais pour des raisons de sécurité évidentes, via les règlements de fonctionnement, un établissement, un foyer peut bien entendu interdire à tout jeune de 16 ans révolus ou pas d'ailleurs de fumer dans son espace privatif. Cela va de soi. La même chose, respect du droit au secret de la confidentialité. Cela renvoie, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, au secret professionnel. Mais, comme vous le savez, la loi, par exemple, du 5 mars 2007, permet aujourd'hui, ce qui est une nouveauté, permet aujourd'hui à nos professionnels de pouvoir partager des informations dans le cadre de l'accompagnement de l'usager. Hein? Donc, on peut se partager des informations. Mais ça ne doit être que des informations, comme je le disais tout à l'heure, des informations nécessaires à l'accompagnement de l'usager. Et j'insiste là-dessus parce que c'est assez nécessaire. Toutes les informations que vous allez recueillir de la part d'autrui ou bien observer ne seront pas forcément divulguées. Hein. Vous ne divulguerez que des informations qui sont nécessaires à l'accompagnement. La question de la sexualité. Alors, est-ce que peut-on autoriser les jeunes à pratiquer la sexualité dans les établissements? Une chose est sûre, c'est qu'en droit, c'est une liberté fondamentale. La question se pose surtout, enfin, pour le code pénal, la question se pose sur les relations entre les adultes et les enfants. Bon, là, le code pénal est clair en la matière. Hein. Par contre, entre les jeunes, entre les mineurs, entre eux, la question se pose surtout dans le recueil du consentement. Est-ce que les jeunes, entre eux, étaient consentants ou pas? Bon, est-ce qu'il faut autoriser ou non dans les établissements? Ça, c'est une question de politique, comment dirais-je, associative ou de l'établissement. Le droit n'a pas apporté des réponses si ce n'est que c'est un droit fondamental. En ce qui concerne le secret des correspondances, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque enfant a le droit d'ouvrir son courrier tout seul, s'il sait lire, même s'il ne sait pas lire d'ailleurs. C'est son droit le plus élémentaire. Mais par contre, le juge, bien entendu, peut prescrire des mesures pour protéger cet enfant, surtout lorsque les courriers viennent des personnes qui étaient à l'origine, en quelque sorte, du placement de l'enfant. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté du point de vue juridique. Alors, pour conclure, si on peut conclure sur un tel sujet, en droit en tout cas, c'est que, du point de vue juridique, toute personne a droit au respect de son intimité. C'est un fait. C'est un principe qui est bien établi et réglementé par les droits français et par les droits internationaux aussi. Le droit de l'enfant, hein, la Convention européenne des droits de l'enfant de 1989 ou encore la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Mais ces droits est bien entendu, comme je viens de le dire, limité par décision du juge ou par le bon sens des professionnels, quitte à ce qu'on soit rétoqué par la suite devant les juges, mais au moins on a fait notre boulot, hein, pour caricaturer un petit peu. Donc les membres d'une équipe socio-éducative doivent être impliqués, bien entendu, dans l'élaboration des cadres de vie des usagers, l'aménagement des dortoirs, par exemple, des chambres, des salles de bain, des douches, des infirmeries, font signe de la distance possible entre usagers et encadrants et entre usagers eux-mêmes. Accepter qu'un enfant de 6 ans, par exemple, refuse d'être habillé par un adulte, c'est participer au respect de son intimité. Même, bien entendu, je sais bien que du point de vue éducatif, il y a lieu de s'interroger sur ces refus, sur les origines de ces refus, sur ce que cela cache. Mais en tout cas, avant tout, c'est son droit le plus élémentaire. Laisser la possibilité aux jeunes d'ouvrir seul son courrier, comme je viens de le dire à plusieurs reprises, c'est aussi appliquer tout simplement l'article 9 du Code civil ou les dispositions de la loi de 2002 en la matière.
Mais attention, attention. La distance nécessaire, ça c'est important, la distance nécessaire entre l'usager et l'encadrant ne suppose pas pour les professionnels l'application aveugle du principe de précaution ou le droit de laisser l'usager livré à lui-même, au risque, encore une fois, de se voir accusé de défaut de surveillance, de la non-assistance à personne en péril, voire en danger. Attention. Il convient donc de trouver la bonne distance, peut-être, permettant aux uns et aux autres de ne tomber ni dans les grandes effusions affectives, ni dans les grandes embrassades, ni dans la violence psycho-affective, ni en inverse surtout, dans l'indifférence et l'absence de contact total. Mais ça ne relève plus du droit, ça relève du bon sens, de la pratique professionnelle. Je vous remercie. Si je vous disais qu'avec ça, on n'est pas avancé. Parce qu'il y a les textes, et puis il y a le devoir éducatif de l'accompagnant. Alors, il y a les applications de la loi, puis il y a les règlements intérieurs des foyers, des maisons. Quelle place il a, ce règlement intérieur, à travers... il doit être conforme à la loi, j'imagine. Alors, si je peux me permettre déjà par rapport à la terminologie, les règlements intérieurs, c'est un texte qui met en place les relations entre l'employeur et les salariés. Lien de subordination dans le cas du contrat. Si j'ai bien compris, en fait, monsieur pose la question dans le cadre des règlements de fonctionnement qui met en place les relations entre l'association et l'usager. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on se place plutôt. Comme je le disais tout à l'heure, les règlements de fonctionnement, c'est un élément, c'est un outil assez extraordinaire. Parce que c'est vrai que les droits, comme vous le savez, posent des principes, avec des exceptions parfois, mais parfois il n'y a pas des exceptions. Je prends l'exemple de jeunes de 16 ans révolus à qui on autorise de fumer. Il y a une circulaire, un texte en la matière, clair. Hein. Je vais dire, c'est un texte, ça ne souffre pas de contestation. Le texte est clair. Donc le jeune de 16 ans révolu a le droit de fumer dans sa chambre. Donc les jeunes qui connaissent ces textes pourraient s'en prévaloir pour fumer dans sa chambre. Mais il est vrai que pour des mesures de sécurité, l'association, l'établissement peut bien entendu interdire pour des mesures de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une raison, bien entendu, interdire cette pratique. Qu'est-ce qui fait loi, là, si je veux jouer au petit con, avec des guillemets? Oui, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait loi? Qu'est-ce qui fait loi dans ces cas-là? Ce sera les règlements intérieurs. Et l'association, l'établissement, les règlements de fonctionnement, vous voyez? Oui, c'est moi, oui, je suis pas... Vous m'avez même induit en erreur. Le règlement de fonctionnement qui fera loi. Et si les jeunes ne respectent pas les règlements de fonctionnement, eh bien, il pourra être sanctionné. Je donne un autre exemple, je ne serai pas long. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le Code du travail, cette fois-ci, dans le Code du travail, il y a un article qui autorise chaque salarié, enfin tout salarié, de pouvoir introduire et consommer un certain nombre de boissons alcoolisées qui sont autorisées. Donc dedans, il y a du vin, il y a de la bière. Donc le salarié peut venir dans l'établissement avec, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il vient avec du whisky, par exemple, l'employeur peut le sanctionner. Et donc, il y a un salarié qui est venu avec de la bière dans l'entreprise. L'employeur l'a sanctionné, alors que le Code du travail l'autorisait. Donc, lui, il est allé voir les juges, et les juges lui ont dit, c'est vrai que, messieurs, vous, salariés, vous avez raison, parce que le Code du travail l'autorise. Mais par contre, le juge a dit autre chose, c'est que l'employeur, par contre, a le droit de vous interdire d'apporter votre bière ou votre vin, même si le Code du travail l'autorise, à condition qu'il les note dans le règlement intérieur. Règlement intérieur. Donc, du coup, le règlement intérieur devient une loi. Et si le salarié vient quand même avec sa bière, alors que le règlement intérieur l'interdit, et pourtant le Code du travail l'autorise, eh bien, l'employeur est en droit de les sanctionner. Donc, c'est une jurisprudence claire. Donc, partant de ces constats, bien entendu, le règlement de fonctionnement pour les usagers fait foi à partir du moment où, bien entendu, l'association, l'établissement justifie les pourquoi de la restriction de ces droits qui est posé par un texte légal. Quand vous terminez en disant c'est une question de bon sens, quelle liberté ça laisse à l'éducateur, quelle liberté ça laisse à l'usager, quelle liberté ça laisse aux parents de l'enfant, si c'est un enfant, ou à son tuteur? Alors,
Par rapport à ça, on a tendance à dire en fait que notre métier d'éducateur, ou en tout cas les métiers des professions sociales, sont des métiers à risque. Des métiers à risque. Un jour, j'ai rencontré l'un de ces grands professeurs des Rennes qui m'avait dit la chose suivante: Monsieur Mananga, quoi qu'il fasse les travailleurs sociaux, les juges essaiera toujours de lui trouver quelque chose. Il m'a donné un exemple. Il m'a dit, ben voilà, on est dans une pièce comme celle-ci. Cette pièce donne vers la rue. Et dans la rue, il y a donc les voitures qui passent. Vous êtes un éducateur, vous avez 8 enfants, vous êtes seul. Le feu se déclenche dans cette pièce. Il m'a dit, le feu se déclenche, vous avez 2 possibilités, soit sortir les premiers, soit les derniers. Si vous sortez les premiers et que les derniers des enfants brûlent dans la pièce, on vous demandera pourquoi vous êtes sortis les premiers. Si vous sortez les derniers, vous êtes sortis les premiers, excusez-moi, parce que vous voulez sécuriser bien sûr la rue. Hein, c'est ça l'objectif. Si vous êtes sortis les premiers en vous disant que s'il y a quelqu'un qui doit brûler, c'est moi, et que par malheur, le premier des enfants qui est sorti s'est fait écraser par la voiture et que vous n'êtes pas brûlé dans la pièce, on vous demandera pourquoi vous êtes sortis les derniers. Vous voyez? Quoi que vous fassiez, en fait, finalement, on vous demandera le pourquoi. C'est pour ça que j'ai parlé de bon sens. Dans notre pratique professionnelle, parfois, il y a lieu... Il bouge les derniers. Il y a lieu parfois de prendre des décisions qui peuvent apparaître contraires aux dispositions légales, réglementaires, tout ce que vous voulez. À partir du moment où on les justifie, au besoin, pour les juges, de dire si vous aviez raison ou pas. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on vous demandera pourquoi vous avez fait ceci et pourquoi pas cela. Votre exemple du gamin de 16 ans qui dit « je ne veux pas ranger ma chambre », l'éducateur qui se dit que ça structure quand même un enfant, de retrouver ses vêtements à peu près en ordre, d'être habillé proprement et de ne pas mettre 10 minutes pour trouver la chaussette droite quand il a déjà mis la chaussette gauche. Là aussi, où la liberté vient s'opposer à l'éducatif, et même à 16 ans et plus tard. Oui, tout cela relève du bon sens. Bon, il est vrai que chaque mais quand il y a conflit, le bon sens va bien tant qu'on est encore à peu près dans un dialogue et qu'on s'entend. Oui. Et le jour où je dis « je ne veux jamais ranger ma chambre » et l'éducateur dit « tu vas la ranger », comment moi, 16 ans, je peux m'appuyer sur des textes ou ne pas m'appuyer? Oui, il est vrai que le jeune pourra toujours s'appuyer sur un texte. Le jeune pourra toujours s'appuyer sur un texte, mais vous allez mettre en avant votre acte éducatif, votre accompagnement pour pouvoir peut-être faire en sorte à ce que ces jeunes puissent se conformer à votre demande, sachant qu'il y a un projet éducatif en la matière, il y a un projet individualisé qui est mis en place, et donc les jeunes, en principe, doivent rentrer dans ce cadre-là. Et c'est aussi un contrat. Hein. Est-ce que ce n'est pas ça qui est intéressant? C'est ce projet éducatif qu'on met en place entre l'usager, et vous avez dit qu'il pouvait être plus ou moins âgé, et puis la structure et l'éducateur et l'équipe éducatrice. Tout à fait. Les projets... Comme je disais tout à l'heure, au même titre que les règlements de fonctionnement, la loi de 2002 a mis en place des outils assez intéressants que l'on peut utiliser dans le cadre de l'accompagnement de la personne, même si ce qui est marqué dans ces outils peuvent apparaître peut-être contraires ou en tout cas n'est pas collé avec les dispositions légales et réglementaires. À partir du moment où on a mis en place un projet éducatif en bonne et due forme et surtout que le jeune a été appelé à y adhérer et qu'il y a adhéré, je pense qu'on peut, dans le cadre de l'accompagnement éducatif, bien sûr, se fonder sur ces instruments-là. Ce matin, on a assisté à des scénettes, des films, des rencontres, des chansons qui ont été coproduites avec des jeunes et puis les équipes éducatrices, etc. Et plusieurs fois, dans le cadre de cette réflexion sur l'intimité, est apparue la notion de le secret. Jusqu'à quand je peux partager un secret avec toi parce que tu es mon éducateur, je t'aime peut-être trop d'ailleurs, etc. Et à partir de quand, vous, éducateur, vous devez le partager avec l'équipe parce que c'est fondamental dans mon histoire, dans ma propre histoire. Est-ce que là aussi, c'est ce partage du secret, ça fait partie du bon sens? Et à partir de quand on trahit la confiance de l'autre? Alors, est-ce que la loi répond? Bon, pour le secret, justement, la loi ne répond pas, c'est ce que j'allais dire. Le code pénal dit tout simplement qu'on ne peut pas transmettre un secret à une personne, sinon, on ne peut pas transmettre un secret qu'on a reçu d'une personne à autrui, sinon on peut être condamné. Voilà, c'est un délit pénal. Mais aller savoir qu'est-ce qu'on doit transmettre et comment on doit le transmettre, ça, la loi n'y répond pas. C'est aussi la pratique. Mais par contre, une chose sûre et certaine, c'est que lorsqu'on reçoit un secret d'un jeune et qu'on doit le partager en équipe pour son intérêt et pour son accompagnement, on ne partagera que l'information qui est nécessaire pour cet accompagnement. Je prends un exemple. Vous accompagnez une jeune, dans le cadre
de l'insertion professionnelle. Dans le cadre de l'insertion professionnelle. Cette jeune vous confie un certain nombre de secrets qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais par contre, elle vous dit que voilà, mon éducateur, je te fais confiance, je vais te confier quelque chose, c'est que je viens d'avoir mes relations sexuelles pour la première fois. Pour la première fois de ma vie. Donc, vous voyez, c'est important. Il vous confie ce secret. Est-ce que pour vous, éducateur, cette information est nécessaire à partager avec l'équipe, sachant que vous l'accompagnez, vous mettez en place des outils pour l'accompagner dans l'insertion professionnelle, c'est-à-dire trouver soit une formation, soit un travail. Est-ce que cette information est indispensable? Moi, en tant que juriste, je dis non. Cette information n'est pas indispensable, d'autant plus que le jeune vous a dit que je vous fais confiance et que vous êtes mon éducatrice. Je finis votre démonstration, mais je l'accompagne dans le cadre d'éducation sexuelle et sur la contraception, je ne sais quoi. Elle me dit ça. Oui. Je peux là partager l'information avec quelqu'un d'une équipe médicale, d'une équipe pédagogique, parce que là, il pourrait y avoir une complicité entre professionnels par rapport à ce qu'elle aura vécu. Si on met bien sûr en place un accompagnement sexuel, bien entendu. Donc un secret peut être divulgué ou pas, ça dépend avec qui? Avec l'équipe, parce que la loi l'autorise, quand je dis l'équipe pluridisciplinaire, d'abord entre les travailleurs sociaux, et ensuite avec l'équipe qui est amenée à accompagner ces jeunes. Donc quand une institution se pose la question, comme aujourd'hui, de l'intimité, oui. Le simple fait de se poser la question, c'est qu'elle apporte plein de réponses d'elle-même, par évidence, par bon sens, sans doute. Je pense. Il y a un micro à votre intention, vous levez le bras, on vous amène le micro, vous faites court, vous dites qui vous êtes peut-être si vous ne vous connaissez pas tous. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux pour dialoguer d'être à 152 qu'à 2. Cogitez. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les réponses qui sont parfois pas bonnes. Vous avez évoqué aussi... Oui, on va vous donner le micro, madame. Madame Delahaye, Pascaline. Juste en faisant court du dernier exemple aussi, peut-être qu'on peut compter sur la personne elle-même à prendre en compte sa propre parole et à la faire circuler si elle le souhaite. Et quelquefois, on est amené à répandre un secret alors que la personne elle-même aurait des choses à dire d'elle-même, de savoir si elle souhaite que l'information soit partagée ou pas. Donc en revenir à la personne. Exactement, je ne l'ai pas précisé. Je me disais en fait que cela relevait des bons sens. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Bien entendu, il faut, j'ai lu dans la pratique professionnelle, il faut informer déjà la personne de l'intérêt peut-être de divulguer cette information. Déjà, de lui demander son consentement. Si la personne n'est pas consentante, de l'informer, de lui dire en fait l'intérêt pour elle, la personne, pour elle, que cette information soit partagée avec l'équipe. Cela va de soi. Bien entendu, si la personne ne veut pas que cette information soit divulguée, sauf en cas de danger avéré, bien entendu, sauf en cas de danger avéré, en principe, on n'a pas à divulguer cette information. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Qui veut la parole? Attendez, on va vous donner le micro, c'est parce que vous avez une forte voix, mais quand on est autour de vous, Mme Capon, Marie-Pierre. J'aurais voulu qu'on revienne sur cette question de la bonne distance que tu as évoquée tout à l'heure un peu brièvement et sur laquelle j'aurais aimé que tu développes un peu plus, s'il te plaît. Alors, les droits n'apportent pas de réponses à ce genre de questions. On ne verra nulle part dans des manuels du droit la définition, disons, de la bonne distance dans la pratique éducative. Quand je parlais de la bonne distance, en fait, je voulais dire que parfois, avec les droits, on a tendance, ou en tout cas, on pense qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, en fait, qu'on met en avant les principes de précaution. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les principes qui disent que, ben voilà, avant que l'accident survienne, je prends déjà des mesures. Même si l'accident ne surviendra jamais, au moins, j'ai pris des mesures. Comme ça, au moins, je me protège. Enfin, je protège plutôt l'autre. Mais bon, je me protège aussi en même temps. Donc, du coup, quand on lit les droits ou on entend des choses par rapport aux droits, les travailleurs sociaux que nous sommes, on a parfois tendance à ne plus rien faire du tout. Parce qu'on se dit, si jamais je fais quelque chose, eh ben, les droits vont me tomber dessus, les juges vont me tomber dessus. C'est pour ça que j'ai parlé de la bonne distance. La bonne distance, ce n'est pas les droits qui va dire qu'est-ce qu'est la bonne distance.
c'est à chacun, c'est le développement du bon sens, des bons pères de famille, comme dit le code pénal, qui permet à chacun de dire qu'est-ce qui est le bon équilibre en fait. Attention, il y a un exemple, on est en pleine actualité là. Cohn-Bendit écrit 15 lignes un petit peu, enfin en 75, elles sont sans doute lues ces 15 lignes en 75, dans une société qui à un moment donné entend que la relation entre le jeune et l'éducateur peut être sexuée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 34 ans plus tard, quelqu'un sort ces 15 lignes, on est en 90-2000, ça fait scandale. 2005, notre ami Béraud les ressort, ça fait 2009, pardon. Et donc, ce qui est vrai dans une époque n'est pas vrai après. On est plutôt dans une époque où là, on est hyper un petit peu serré là-dessus. En tant que journaliste, on ne montre plus jamais un enfant même naissant nu sans le flouter, enfin, à la télévision. Enfin, donc, à un moment donné, est-ce que d'un établissement à l'autre aussi, il n'y a pas des sensibilités plus ou moins fortes, etc. Enfin, cette bonne distance, elle est très difficile à venir. C'est aussi un instituteur qui me racontait qu'il n'accepte plus qu'un enfant de famille monoparentale le prenne par la jambe en disant monsieur, 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 parce qu'il a trop peur de je ne sais quoi. Donc il crée une bonne distance. Oui, voilà. Est-ce qu'elle est bonne éducativement? Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des bonnes distances et des mauvaises distances déjà? Mais les droits n'apportera jamais. Ce qui veut dire qu'il faut se faire accompagner par l'équipe. Si on a des soucis, si on a des interrogations, par des éducateurs, par des psychologues. Je pense que la bonne distance, c'est à trouver en équipe. C'est ne pas rester seul avec la question. Bien entendu, en fonction, bien sûr, de tout ce qui existe comme panoplie législative, réglementaire. Merci. En fait, c'est vrai que le droit ne précise pas, mais le juge peut prendre une décision. Par contre, le juge peut prendre une décision. Alors, le juge va se fonder sur les textes, mais c'est surtout, pour le juge aussi, c'est son bon sens qui va déterminer. Et encore, les juges de Lille prendra une décision pour vous dire que votre bonne distance n'est pas aussi bonne que cela, mais le juge de Paris dira autre chose. Et à la Cour de cassation, peut-être qu'on dira aussi autre chose, vous voyez. Donc, les droits ne répondent pas. C'est vraiment le bon sens, encore une fois, je répète, le bon sens, le sens du bon père de famille qui permet aujourd'hui à chacun un travail en équipe aussi, hein, les échanges. Moi, j'entends ça. C'est l'échanger en équipe, la pratique, et puis demander conseil peut-être à des psychologues, etc. C'est ne pas rester seul avec ces questions-là. Ces questions-là, tout à fait. Oui. Qui veut la parole? Monsieur Dumoulin, c'est presque une introduction à votre propos. C'est aussi peut-être le repérage du point de vue du jeune aussi, que chacun a son propre rapport à la distance et à la proximité. On est tout à fait au cœur du sujet de l'intimité, puisque la proxémie, elle dit aussi finalement que je peux tolérer moi dans un ascenseur d'avoir quelqu'un à 40 cm de moi, mais d'autres ne toléreront pas que la personne soit à plus d'1 mètre. Et donc là aussi, à nouveau, ça renvoie à parler avec le jeune et à essayer d'aménager avec lui la bonne distance qui serait à ce moment-là celle qui est négociée entre les deux et qui est peut-être parlée aussi. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important.